Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au grand dialogue de Studio Tamani. Montée des eaux du jamais vu au Mali, c'est le thème du débat de ce soir. Plusieurs quartiers de Bamako dans l'eau depuis des semaines. Des habitants obligés d'emprunter des pirogues pour se déplacer. D'autres ont recours à des bottes pour accéder à leurs services ou commerce. Pour certains, c'est la première fois qu'ils assistent à une aussi importante crue du fleuve. Situation identique dans certaines régions comme Mopti et Ségou, où des maisons ont été inondées, des jardins maraîchers engloutis. Quelle explication à cette montée des eaux? Jusqu'à quand peut-elle perdurer? Quelles éventuelles conséquences peut avoir cette situation sur la population et sur l'environnement? Nous allons en débattre aujourd'hui avec nos invités. Amidou Waigalo, il est le chef division aménagement à la Direction nationale de l'hydraulique. Il sera au téléphone. Abdraman Sanogo, il est consultant en environnement et énergie renouvelable. Ibrahima Abdrahman Kounta, il est vice-président de l'Ordre des urbanistes du Mali. Et Abdul Wahab Diakité, il est le président de l'Association des consommateurs du Mali, Askouma. Ce grand dialogue sera modéré par Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'entrer dans le vif de ce débat, je voudrais vous faire écouter ce reportage qu'a réalisé notre reporter Draman Maïga, qui s'est rendu dans certains quartiers inondés par les eaux, qui nous permettra de comprendre la gravité de la situation. Je vous propose de le suivre. À Sevenikoro, une dizaine de jeunes arrêtés dans les eaux qui dépassent leurs genoux pour la plupart se tiennent la main pour aider à orienter les passants à Bamata Foloni. Cette empathie est aussi constatée dans d'autres quartiers touchés par ces inondations. Pour se déplacer dans les rues de la cité du Niger, un quartier huppé de Bamako, il faut une pirogue. Des jeunes comme Suleiman Konta ont saisi l'opportunité en devenant des piroguiers. C'est ma première fois de naviguer avec une pirogue sur une route bitumée. Nous aidons les gens à se rendre d'un point A à un point B dans le quartier. C'est vraiment pour aider dans la plupart des cas. Certes, c'est pour aider, mais c'est aussi une opportunité pour M. Konta de se faire un peu d'argent. Certains nous donnent 1000 francs après leur course, d'autres donnent plus. Par exemple, hier, j'ai assisté un monsieur vers cette rue. Il m'a donné 2000 francs CFA. De leur côté, les autorités continuent les opérations d'évacuation des ménages. Elles invitent les populations à quitter les emprises et les voies d'écoulement des eaux. Bonsoir Amidou Waigalo, vous êtes chef de division aménagement à la Direction nationale de l'hydraulique. Vous venez d'écouter ce reportage avec nous. Aujourd'hui, quelle est la situation actuellement à Bamako ainsi que les régions de Mopti et Ségou? Allô? Oui, monsieur Waigalo. Oui, Je disais que quelle est la situation actuellement à Bamako et à Mopti ainsi qu'à Ségou concernant la montée des eaux? Merci beaucoup, merci. Moi, c'est Amir Waigalo, je suis chef de division aménagement hydraulique à la Direction nationale de l'hydraulique. Nous, à l'hydraulique ici, on suit ces footballs-là depuis 1957. Donc, on a deux années de référence qu'on a. L'année 2018 et l'année 1967. Donc on a pris ces deux années-là comme année de référence parce que ces années, les hauteurs d'eau ont atteint un niveau exceptionnel. Donc cette année, quand vous remarquez à la date du 25 septembre 2024, donc à la date du 25 septembre 2024, à la rentrée même du Mali, du fleuve Niger, parce qu'on a deux principales fleuves, qui est le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Le fleuve Niger rentre au Mali à partir de Banakoro. À Banakoro, déjà, à la date du 25 septembre 2024, la côte était à peu près à
789 cm. Ça veut dire 7 mètres 89 cm. Contre 651 cm en 2018 et 739 cm en 1967. Donc ça veut dire que le 25 septembre 2024 déjà, la côte a dépassé les 2 années immédiates. À Kéroba, pourquoi on prend Kéroba? Kéroba, c'est la rencontre du fleuve Niger avec son affluent. Il y a un gros affluent qui quitte la Guinée aussi. Et cet affluent vient s'ajouter au fleuve Niger à Kéroba, à la Confiance, on appelle. Donc c'est là où on a notre station de référence aussi. Au niveau de cette station aussi, la côte, à la date du 25 septembre 2024, la côte était à 6 mètres 52 cm. Contre 6 mètres 32 en 2018 et 6 mètres 31 en 1967. Donc, au niveau de ces stations-là, on a des seuils d'alerte, des codes d'alerte qu'on a mis. Et toutes ces codes d'alerte-là ont dépassé. Maintenant, c'est les mêmes eaux qui quittent Kéroba, qui viennent jusqu'à Bamako. Donc, le 25 septembre 2024, déjà, à Bamako, la côte était à 4 mètres 08 cm. Contre 3 mètres 68 en 2018 et 406 cm en 1967. Donc là aussi, la côte a dépassé à peu près de 28 cm. Et le truc continue à monter. À Kouloukoro, sur le Niger, le niveau était de 5,90 m contre 588 cm en 2018 et 674 cm en 1960. À Ségou, le niveau était à 5,55 m contre 568 comme code d'alerte. Donc ça veut dire que, bien vrai qu'on n'a pas eu la code d'alerte à Ségou, mais le niveau est en train de monter quand même. À Kémasina, pareil. Alors vous l'avez dit, pratiquement partout dans le pays, l'eau a atteint en tout cas le seuil d'alerte qu'elle n'avait jamais atteint depuis 2018 et 1967. Alors comment vous l'expliquez? Quelles sont les explications à ça? Bon, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre explication. On a demandé la crue, on a eu la crue. Parce que le problème est quoi? On a demandé? Bon, parce que, tu sais, on ne fabrique pas d'eau. Donc, la nature nous a donné cette crue-là. Vous comprenez? Oui, mais quand vous dites qu'on a demandé, je veux comprendre. Je veux dire tout simplement que le fleuve qui nous amène ces crues, ces fleuves-là, c'est-à-dire, ne viennent pas seulement du Mali. Quand il pleut en Guinée, donc le combat est dirigé vers chez nous parce que le fleuve Niger traverse 4 pays, n'est-ce pas? Mais son bassin versant concerne les 9 États. Donc, ça traverse la Guinée, le Mali, le Niger, jusqu'au Nigeria. Donc, ça va se jeter dans l'océan Atlantique là-bas. Maintenant, de l'autre côté aussi, on a à peu près 2 gros affluents qui s'ajoutent au Niger, au fleuve Niger au Mali. Il y a le Bani, qui est la fusion de trois rivières qui prennent l'aide sous sa Côte d'Ivoire. Donc, s'il pleut en Côte d'Ivoire, on va recevoir aussi la pluie, l'air équipement obligatoirement. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on a cette pluie-là. Et la pluie, c'est un phénomène qui est là. Ça ne veut pas dire que c'est de nouveau. Peut-être, on va dire qu'on n'a jamais vu ça, non? Sinon, la pluie, c'est toujours des pluies centenaires, des pluies décennales, des pluies qui viennent chaque 100 ans, ou des pluies qui viennent chaque 10 ans, ou des pluies qui viennent chaque 1000 ans. D'accord. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas empêcher, on ne peut rien faire contre ça. D'accord. On va vous redonner la parole tout de suite, Monsieur Waigalo, juste le temps de faire réagir nos invités en plateau ici sur ce que vous venez de dire. Mais d'abord, je voudrais demander à notre environnementaliste quelle est l'explication que vous avez par rapport à cette montée des eaux, en tout cas qu'on n'avait jamais vue auparavant, d'après les explications de M. Waigalo. Oui, effectivement, par rapport à ce que M. Waigalo vient de dire,
il y a des années de référence. Ça veut dire quoi? Il y a des périodes où une localité, par exemple, de la Terre, traverse des périodes sèches et ensuite des périodes humides. Cela est un fait naturel. Et aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est le retour de la période humide, mais accentué par l'effet de changement climatique. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est accentué par l'effet anthropique, c'est-à-dire ce que nous, les humains même, nous faisons pour contribuer à ces phénomènes climatiques. Sinon, le passage des périodes sèches et humides est tout à fait naturel. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour contribuer à... En fait, c'est d'abord, quand tu regardes l'occupation du sol, vous prenez les années 60, l'occupation du sol au niveau de Bamako et au niveau du Mali n'était pas la même chose. À chaque fois quand le nombre de populations augmente, on change l'occupation du sol. Ils viennent de parler des bassins versants. Ça veut dire quoi? Quand tu prends le fleuve, il y a des localités où l'eau quitte pour venir se retrouver au niveau du fleuve. Donc pendant les périodes sèches, ces zones de passage des eaux de ruissellement, les gens ont l'impression que c'est des zones qui sont déjà sèches et qu'il n'y aura pas de passage d'eau, qu'il n'y aura pas suffisamment d'eau. Et une fois le retour de l'humidité, quand l'humidité vient trouver que ces zones ont déjà été occupées par les hommes, l'eau va essayer de forcer le passage. C'est ce qui va amener ces différents problèmes. Et quand tu prends le lit du fleuve, pendant les périodes sèches, tu as l'impression que le lit n'atteint pas un certain niveau. Et au retour de l'humidité, l'eau va essayer d'occuper, le lit du fleuve va essayer de déborder. Pour les gens, c'est un débordement, mais pour le fleuve, c'est la chose la plus naturelle possible. Donc, quand il y a les périodes sèches, les gens oublient. Ils changent l'occupation du sol. Ils vont occuper le lit du fleuve, ils vont s'installer dans les zones de ruissellement, et une fois qu'il y a le retour de l'humidité, c'est ce qui amène ces problèmes. Mais le changement climatique par lequel nous-mêmes nous contribuons à accentuer ce phénomène, est juste dû à la production des gaz à effet de serre. C'est un phénomène auquel nous assistons depuis l'ère industrielle. Ça veut dire quoi? Nous extraons au niveau du sous-sol des substances que la Terre a pris des millions d'années à stocker. Nous les prenons et nous les mettons dans l'atmosphère. Donc on ajoute du CO2 additionnel à la composition de l'atmosphère. Donc c'est ce qui accentue l'effet du changement climatique. Donc sinon la Terre est un circuit fermé. Il faut comprendre par cela que la quantité de pluie totale qui tombe sur la Terre ne change jamais. Maintenant, les localités là où la pluie peut tomber et les quantités qui tombent dans telle ou telle localité, c'est ce qui change. Donc, cela peut être dû aussi et accentué par le comportement des hommes. Tout le monde sait que les arbres jouent un grand rôle dans le maintien d'abord du sol et aussi dans l'appel de la pluie. Donc, une fois que vous coupez tout ceci, vous modifiez la nature du sol, vous plantez les arbres, il faudra vous attendre quand même à quand il y aura de la pluie, comme les années humides, qu'il y ait des soucis. Voilà. Alors, Monsieur Kounta, vous êtes urbaniste, vous êtes le président de l'Ordre des urbanistes du Mali. Alors, Monsieur Sanogo vient d'expliquer des causes naturelles, mais aussi il démontre que l'homme aussi y est pour quelque chose. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut peut-être parler même quand on voit aujourd'hui beaucoup de quartiers sont inondés, est-ce qu'on peut questionner aujourd'hui le schéma d'urbanisation de Bamako par exemple, pour le cas de Bamako? D'accord, je suis le vice-président de l'Ordre des urbanistes et non le président. Le vice-président. Oui. Et, bon, au fait, en réalité, on peut quand même questionner l'occupation du sol à Bamako parce que, en réalité, nous avons un souci en termes de planification urbaine, en termes de planification spatiale même de façon générale. On a un souci dans ce pays-là. Si vous prenez Bamako, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a pas un document de planification urbaine qui est d'actualité. Donc le schéma directeur d'urbanisme de Bamako qui a été élaboré en 1995 avait une validité de 20 ans. Ça veut dire qu'en 2015, c'était déjà un document caduc. Et bien avant 2015, déjà l'administration même a senti la nécessité de procéder à la relecture de ce document. Ça a été fait en 2004. Mais cette relecture n'a jamais été approuvée. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de document de planification pour Bamako. Ça veut dire que l'occupation spatiale de Bamako se fait sans aucune vision, sans aucune planification.
au jour d'aujourd'hui. Donc c'est maintenant que l'État est en train de chercher des moyens pour pouvoir lancer une étude. Une étude même a été, un processus de recrutement de consultants pour l'élaboration d'un nouveau document a été lancé la semaine passée. Donc les procédures sont en cours pour que Bamako puisse être doté d'un schéma d'aménagement du territoire. Donc ce qui, nous, urbanistes, nous pouvons dire quand même que, comme Sanogo l'a dit, au fait, tant qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens de stopper la croissance démographique, il faut obligatoirement qu'on cherche des moyens pour pouvoir caser la population additionnelle. Donc ceux qui viennent, il faut qu'ils soient quelque part. Donc forcément, on va jouer sur la nature comme l'environnementaliste vient de le dire. Mais si la planification aussi a été bien faite, toujours il y a des mesures d'accompagnement qui accompagnent cette occupation de sol. Et très souvent, nous, dans notre cas, ce sont ces mesures-là qui, souvent, ne sont même pas, comment dirais-je, prises. Et souvent, l'application de ces mesures fait défaut dans beaucoup de cas. Parce que si nous regardons, par exemple, les lotissements opérés à Bamako ou à travers le pays, rares sont des lotissements qui respectent réellement les textes réglementaires en la matière. Parce que dans beaucoup de cas, on voit juste un plan parcellaire qu'on sort et à partir du plan parcellaire, c'est des documents de propriété qui sont attribués aux bénéficiaires. Alors que dans un lotissement, on doit quand même avoir pas seulement le parcellaire, mais il y a tout un rapport technique avec les plans d'aménagement du réseau de voirie, les plans d'écoulement des eaux pluviales. Ça accompagne tous les dossiers de lotissement conformément aux textes réglementaires. Il y a une notice d'impact environnemental qui doit accompagner les projets de lotissement. Mais en réalité, dans beaucoup de cas, cela n'est pas fait. Donc, ce qui fait que l'occupation est quasi anarchique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte, parce que si on ne planifie pas, planifier, c'est prévoir. Si on ne planifie pas, donc on se rend compte que voilà, ces genres de phénomènes peuvent arriver à tout moment. Mais si une bonne planification avait été faite avec des réseaux d'écoulement des eaux pluviales, des espaces verts qui devaient être aménagés dans les lotissements, comme nos textes réglementaires le disent, les textes prévoient en matière de lotissement ici au Mali que chaque futur habitant doit bénéficier de 10 mètres carrés d'espace vert. C'est ce qui est prévu dans nos textes. Mais rares sont nos lotissements qui respectent ces normes-là. Donc, ce qui fait que tant qu'on est dans le désordre, on est dans la violation des textes réglementaires, on est dans le non-respect des textes et on ne confie pas au travail aussi aux professionnels, tout le monde fait tout ce qu'il veut, c'est difficile qu'on sorte de ces genres de situations. Donc, on va voir et revoir ces genres de situations. Il faut qu'on planifie. D'accord. Abdelwahab Diakité, vous venez d'entendre tout ce que viennent de dire vos co-débatteurs. Alors, vous, en tant que président de l'Association des consommateurs du Mali, est-ce que ces explications vous ont convaincu? Est-ce que ça vous inquiète entendre, par exemple, M. Kunta qui dit qu'il n'y a pas de planification, même les lotissements, rien n'est fait conformément au texte en la matière? Est-ce que ça vous inquiète entendre cela? Non, c'est inquiétant, mais en fait, je suis très à l'aise aujourd'hui. Parce que rarement on voit les spécialistes parler réellement technique au Mali. Parce que quand ils parlent généralement, il y a toujours des connotations. On a l'impression qu'ils ne sont pas les spécialistes. Pourquoi je dis que je suis à l'aise aujourd'hui? C'est grâce aux propos des deux camarades. Parce qu'à tort, on s'en prend aux pauvres populations. Ah ouais, pourquoi vous avez accepté ça? Pourquoi vous avez accepté ça? Sans pour autant connaître la cause réelle. Un pays qui n'a pas de planification, c'est très grave. Aujourd'hui, en les entendant parler, ça veut dire que même les zones d'infiltration ne sont pas connues au Mali. Donc, on fait tout à l'œil. Et pourtant, ceux qui ont fait ce mauvais travail-là dorment tranquillement chez eux. Et quand je le disais, il faut sanctionner. Franchement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, d'ailleurs, il y a lieu également d'avoir de saluer les efforts de la transition par rapport, quand vous passez par exemple de Boulgasso-Mougou à Medina Croix, on a fermé, c'est-à-dire les gens sont venus parce qu'ils ont les moyens, ils ont bouché tous les caniveaux. Et sans
sans peur, quoi. Donc, moi, quand il parle de choses sans planification, il parle de choses du comportement des hommes. Je me rappelle encore, quand nous étions très jeunes, une seule personne, quand il venait, on attendait Larawili Kela, tout le monde court. Une seule personne. Mais aujourd'hui, aucun, c'est-à-dire parce que tout simplement l'État était là. Mais aujourd'hui, l'État est absent. Une seule personne faisait grigner l'or partout. Et également sur le pont, c'était écrit là-bas, éteignez vos phares. À 1h du matin, le policier n'est pas là-bas, mais tu ne peux pas oser allumer le phare sur le pont. Sur le pont des Martyrs. Donc pour tout simplement dire que toutes ces fautes-là sont dues à l'absence de l'État. Et je pense bien que la transition, c'est le moment idéal pour taper, pour corriger toutes ces lacunes-là. Imaginez un peu, depuis 2004, tout ce qu'on fait, c'est juste pour avoir de l'argent. Mais on ne tient pas compte, en tout cas, du bien-être des populations. C'est une violation flagrante des droits des consommateurs. Le droit au logement, le droit aux besoins essentiels. Mais on dit oui, pour qu'ils aient accepté d'aller aux choses. Nous allons encore revenir dans la mesure où, aujourd'hui, si vous partez à du Kouroune-Croix, dans le nid du fleuve, on est en train de construire des stations. Et la population ne peut rien. Ils sont venus me voir, j'ai dit non, l'État est absent. Donc vous faites juste peut-être une lettre commune et vous adressez. Quand vous prenez le Niamakoro, le pont tordu, vous partez à Kalabankoro, c'est la même chose. Donc dire qu'on ne pouvait pas le prévoir, c'est archi faux. Un État est là pour prévenir. Quand M. Sanogo parlait tout de suite, on savait tout ça. Quand la population, c'est ça où je suis parfaitement d'accord avec eux. Quand on connaît la croissance, on planifie par rapport à ça. Et si on ne fait rien, ça veut dire que vraiment on reste à l'état primitif. Mais est-ce qu'on peut accuser l'État seulement? Parce que la population aussi, elles sont responsables en partie, puisque quand elles sont conscientes de ça, même si l'État est absent, la population doit en tout cas adopter certains comportements qui pourraient leur éviter cette situation. Non, c'est facile de le dire, M. Digadjigo. C'est facile de le dire. Imaginez un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, c'est-à-dire les populations peuvent empêcher la construction d'une station dans un nid de fleuve, sachant bien que quand ils vont partir, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de moyens, ils vont encore prendre les forces de sécurité qui vont encore les mater. Et vous voulez dire encore que ce sont les populations qui sont... Non. L'État est là pour tout le monde. Il a parlé de la non-application des textes. Est-ce que ce sont les populations qui doivent appliquer les textes? C'est pourquoi je disais tout de suite que je ne suis pas très à l'aise dans la mesure où il n'y a pas un représentant de l'État. Ceux qui donnent, c'est-à-dire les parcelles et tout ce qui donnent. Voilà. Donc c'est à tort, on s'apprend à ces populations-là. Quand je disais tout de suite là, quand on était tout jeune, en disant l'Araoulikala, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout simplement, eux, ils venaient, quand ils venaient, vous voyez, si vous n'avez pas de caniveau ou autre là, une seule personne taxait tout un quartier. Parce que derrière lui, il y avait l'État. Oui. Mais aujourd'hui, aucun service technique ne peut descendre sur le terrain. D'accord. Donc c'est à tort, on s'en prend aux populations. D'accord. Monsieur Waigalo, alors dites-nous, vous parliez à l'instant du fait que quand il va continuer à pleuvoir dans des pays voisins comme la Guinée et la Côte d'Ivoire, que voilà, certains affluents peuvent encore recevoir de l'eau en quantité. Est-ce à dire que la situation pourrait perdurer encore? Je dis, on n'a même pas atteint les pics. Parce que chez nous encore, il y a les pics. Ça veut dire que les hauteurs maxi observées. Imaginez-vous en Banakoro, on a observé le pic le 8 octobre. Ça veut dire demain. Nous sommes au 7, non? Le 8 octobre 1967, on avait une hauteur de 8 mètres 113 cm à Banakoro. À Kouloukoro, on a observé le pic le 13 octobre 1967. La côte était à 8 mètres 10 cm.
À Sofara, en 67, on était à 6 mètres 86 cm. Pourquoi Sofara? Parce que c'est nos stations de référence. Sofara nous donne l'idée sur l'apport du Bani avant que ça arrive à Mopti. À Mopti, on a observé le pic de 11 novembre 1967. La hauteur était à 7 mètres 20. Donc, nous ne sommes même pas arrivés à cette date-là d'abord. Alors, mais pour vous dire que... Oui. Est-ce que si les pluies devenaient rares d'ici la fin du mois d'octobre, est-ce que ça pourrait calmer un peu la situation ou bien il n'y a pas de lien forcément? Le problème est que même si au sud ici, il y a un peu de la calmie, mais c'est au nord maintenant que ça va commencer. Parce que la crue qui quitte à Bamako ici fait à peu près 3 mois ou bien 2 mois avant d'arriver vers le nord. Donc c'est ça le problème. Parce que le problème est quoi? On ne se lève pas. Ça, ce n'est même pas d'eau qu'on ne peut pas gérer. Quand tu prends le bassin du fleuve Niger, chaque année, on a 33 milliards de mètres cubes qui arrivent au Niger pendant la crue. Au Niger, là-bas, avec le système béninois, là, il y a à peu près 56 milliards comme ça qui s'ajoutent. Et le reste va s'ajouter au niveau du Nigeria, à peu près 70 milliards qui se déversent. 200 milliards de mètres cubes qui se déversent chaque année comme ça dans l'océan. Et vous allez voir, dans 2 mois ou bien 3 mois, vous verrez l'eau ici. C'est-à-dire que vous allez remarquer que le fleuve est à peu près sec. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème. Moi, je ne vois même pas ça de catastrophe. C'est-à-dire qu'on ne gère pas seulement. La seule façon de gérer, c'est de construire des ouvrages de régulation, comme Sénégué. Regardez, s'il n'y avait pas Sénégué, Bamako serait inondé carrément. Parce que le barrage qui est à Sénégué là-bas, il retient la crue du Sangarani avant d'arriver à Kireoba. Donc, on peut emmagasiner à peu près 2,4 milliards de mètres cubes là-bas. Sinon, si on laissait passer ces zones-là, et ces zones-là venaient s'ajouter à l'eau qui vient à Banakoro, et qui se trouve à Bamako ici, ça veut dire qu'il y a pas mal de quartiers de Bamako qui seront sous l'eau. Donc, la seule façon de gérer, c'est de voir, c'est-à-dire nos affluents, les affluents de nos fleuves-là, et de faire des ouvrages de régulation là-bas. D'accord. C'est ça seulement qui va nous... Peut-être qu'on va vous donner l'occasion de développer tout cela quand on va parler des solutions. Mais, Monsieur Sanogo, alors, nous voyons que beaucoup de quartiers sont inondés, en tout cas des espaces aussi, mais aussi des jardins maraîchers dans certaines localités. Cette situation, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme conséquence sur l'environnement d'abord? D'abord, quand on parle d'environnement, il s'agit d'abord de ce qui est biophysique et de ce qui est social. Sur le plan biophysique, vous-même, vous venez de toucher tout de suite les impacts. Des gens qui perdent leurs champs, pas que les jardins maraîchers, leurs champs même de céréales, des gens qui ont perdu leurs champs, et où vous avez des bâtis qui sont carrément engloutis. Il y a beaucoup de gens qui habitent à Sébenikoro qui sont obligés de se trouver un autre toit ailleurs. Pas qu'à Sébenikoro, dans beaucoup de quartiers de Bamako, pour déménager, faire déménager leur famille. Donc, d'abord, les premières conséquences, c'est à ce niveau-là. Et ensuite, vous allez voir des familles qui se déplacent d'un quartier pour aller à un autre quartier. Cela change un peu le contexte de vie de la famille. Ils vont se retrouver dans une autre localité à laquelle ils ne sont pas habitués. Ça peut changer un peu les habitudes et ça peut changer un peu même les relations sociales à ce niveau. En plus de tout ça, dès qu'il y a inondation, c'est qu'il y a des vecteurs de maladies qui vont se proliférer. Conséquences sanitaires obligatoirement, les maladies hydriques liées à l'eau. Celle qui est la plus connue ici, c'est le paludisme. Mais on peut avoir des maladies comme le choléra, qui sont très graves, des dysenteries, beaucoup d'autres types de maladies qui sont liées à l'eau. Donc c'est ça surtout qu'il faut craindre quand les eaux stagnent pendant très longtemps dans des localités. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques de disparition de certaines parties du sol, des parties qui deviendront inhabitables après? Non, est-ce qu'il y a ces risques-là? Pas de risque tout de suite de localités qui seraient inhabitables, mais il faut voir que le sol serait lessivé. Donc ça veut dire quoi?
des zones, par exemple, sur lesquelles on pouvait cultiver. Une fois que c'est lessivé, tous les muscles qui se trouvent à la superficie seraient lavés et ce seraient des sols qui ne seront pas très productifs dans les prochaines années. Donc ça peut entraîner encore d'autres problèmes, surtout sur le plan alimentaire. Maintenant, quand ça va changer, tu vas avoir des zones dans lesquelles il y a carrément des failles que l'eau va creuser. Pour que ces zones puissent être habitables encore, il faudra un travail supplémentaire pour fixer ces localités-là et afin de construire à ces niveaux. Attention, mais quand même, en tenant compte de ce que les urbanistes font, à ne pas reprendre les mêmes erreurs, construire sur le passage des eaux, alors qu'il n'y a pas de caniveau pour les eaux de ruissellement. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Je pense que ça peut aussi servir de leçon et de déclenchement par rapport à certaines choses. Aujourd'hui, nous autres, nous n'avons pas vu la crue de 67. Le Mali est très majoritairement, nous sommes, je crois, les moins de 35 ans, nous partons jusqu'au-delà de 70%. On n'a pas connu la crue de 67. Aujourd'hui, beaucoup voient la réalité de ce qui peut se passer en cas d'inondation. Je crois que ça doit servir d'alerte aussi à la nouvelle génération, de savoir qu'on ne doit pas s'installer n'importe où, de savoir qu'il faut un schéma d'urbanisation, de savoir qu'il ne faut pas jeter surtout les ordures n'importe où. Quand tu vois aujourd'hui le dessous de certains ponts, l'eau de ruissellement, quand ça vient, ça doit passer par certains ponts pour aller dans le fleuve. Quand tu vois ces localités, c'est rempli de bidons et de sachets plastiques. Donc, tout ça, ça doit interpeller la nouvelle génération à prendre conscience de ce qui peut arriver. Surtout, ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. Ne pas occuper le sol dans le désordre sans passer par les spécialistes et sans attendre l'autorisation de l'État. Donc, moi, je pense que c'est une occasion de revoir tout ce qu'on a comme habitude. Parce que la nature, comme certains le disent, pour la nature, ce n'est pas une catastrophe. L'eau peut venir, ça peut faire des millions de morts ou des milliers de morts, mais pour la nature, ce n'est pas une catastrophe. Comme je te l'ai dit, il y a des périodes de changement climatique que la Terre subit, qui sont carrément naturelles. C'est lié à l'excentricité et à l'obliquité de la Terre. Parce que la Terre occupe un axe de rotation. Cet axe, il varie en fonction souvent en fonction des années. Donc, dès que ça change, il y a le phénomène de changement climatique. Il y a les tempêtes, les ouragans, les grands volcans qui sont sur Terre et ça se réveille de temps en temps. Donc ça, on ne peut pas l'empêcher. Maintenant, notre part de responsabilité pour ne pas aggraver des situations, c'est ça qu'il faut voir. Parce que la nature ne va pas arrêter son fonctionnement. C'est à nous de nous adapter au fonctionnement de la nature. Voilà. Vous qui êtes spécialiste, est-ce que vous alertez souvent les autorités par rapport à tout ce que vous venez de dire ou bien vous n'êtes pas écouté? Au fait, moi, je n'aime pas trop parler des autorités. Ça va ouvrir un autre débat ou peut-être ce serait un autre sujet. Moi, je suis d'abord formateur avant d'être consultant. C'est vrai que les gens parlent de sanctions, d'emprisonner les gens. Je n'ai jamais été pour ce modèle. Il faut éduquer la population. D'abord à comprendre les enjeux. Bien sûr, on ne peut pas mettre une population et les autorités sur le même niveau de responsabilité dans un problème quand on est dans un pays. D'abord, la première des responsabilités vient de ce qu'on appelle les responsables de l'État, les autorités, incontestablement. Et même l'éducation de ces populations vient d'abord de ces autorités-là. Donc moi, je suis pour une sensibilisation de la population, une éducation. Il faut que les gens prennent conscience des enjeux afin qu'ils puissent eux-mêmes se protéger et refuser certaines choses. On parle, on ne fait que ça. On ne fait que ça. Ce n'est pas ma première fois de venir sur ce plateau pour parler de problèmes environnementaux. On le dit. Chaque fois, quand il y a possibilité de faire des plaidoyers, on le fait auprès des autorités. Mais n'oublions pas aussi que nous sommes dans des États qui ne marchent pas très bien, dont le fonctionnement, le strict minimum, souvent, on a du mal à planifier. Je ne parlerai pas d'exemple, mais nous sommes réellement dans des États qui ne planifient pas. Vous prenez les dépôts de transit, par exemple, en commune 6, ça n'existe plus. Comment vous pouvez imaginer une grande commune comme la commune 6 où il n'y a pas de dépôt de transit? Vous prenez nos espaces verts, on a tout dilapidé. Comment vous pouvez avoir une capitale, certaines communes très grandes avec avec 10 quartiers où il n'y a pas un seul espace vert digne de ce nom? Ça veut dire quoi? On ne respecte pas non seulement le modèle
étatique qu'on a hérité de la colonisation, qui est le modèle républicain avec les lois et les règles, on ne respecte pas ça. Et on ne respecte même pas nos propres valeurs culturelles. Parce que chez nous, avant, dans chaque village, vous aviez au moins une forêt sacrée. Donc on ne pouvait pas parler d'absence, d'espace vert. Donc il faut qu'on revoie carrément notre conception même de l'État afin qu'on puisse avancer. Sinon, comme ça ne va pas. Oui, même si c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont là, qui doivent veiller au respect de tout cela. Monsieur Kounta, restons sur les conséquences. On l'a dit, il y a des populations qui ont été obligées de se déplacer, de quitter leur domicile, leur quartier. Est-ce qu'elles pourront retourner de sitôt dans leur domicile, dans leur quartier? Si cela n'est pas possible, tout cela, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur le plan de l'urbanisme à Bamako? On sait que c'est déjà, Bamako, c'est en tout cas plus que rempli. Bamako, il y a des quartiers un peu partout, mais aujourd'hui, on voit que des quartiers touchés, des populations ont quitté leur domicile. Est-ce que ces populations-là, elles ne risquent pas d'avoir des problèmes de logement après, d'être relogées après? Bon, c'est sûr quand même que cette population va avoir un problème de logement. Cette population en a déjà. Ils ont déjà des problèmes de logement. C'est pourquoi il y a une partie qui est déjà dans les écoles et d'autres sont ailleurs. Donc ce que ça peut quand même provoquer ou causer sur le plan urbanistique, c'est de voir le dysfonctionnement même de la ville. Parce qu'on voit aujourd'hui que même la rentrée scolaire a été reportée. C'est dû en quelque sorte de cela, parce qu'il y a des écoles inondées, mais il y a des écoles aussi occupées par des personnes qui ont été obligées de déguerpir des zones inondées. Donc ça crée vraiment des dysfonctionnements et vous avez des marchés par endroits qui sont inondés. Donc ça crée beaucoup de problèmes sur le plan urbanistique parce que ça va créer ce dysfonctionnement-là au niveau de la gestion même urbaine de nos villes qui connaissent ces problèmes à travers le pays. Donc on a pris le cas de Bamako. Et le cas de Bamako, ce qu'il faut reconnaître aussi et qu'on doit dire, si je prends un quartier comme Yirimadio, je sais que il y a eu un projet la collectivité ou les habitants même de Yirimadio avaient initié la restructuration urbaine du quartier de Yirimadio. Mais ça fait plus de 10 ans que cette procédure traîne au niveau de l'administration. Le plan n'a jamais été approuvé. Donc, vous voyez, il y a ces genres de choses, même souvent, il y a la lourdeur administrative qui joue sur certaines procédures. Donc, ça fait que les gens continuent à occuper des espaces de façon illégale. Et parce que tout ça là, parce qu'il n'y a pas eu un projet de réhabilitation approuvé par l'administration. Donc, il y a lieu vraiment qu'on puisse revoir des textes aussi pour rendre plus efficaces certaines opérations afin que les gens puissent s'installer de façon quand même correcte au niveau de la ville et éviter des occupations des cours d'eau, et des lits, des marigots ou des fleuves, ainsi de suite. Alors, Monsieur Diakité, on l'a dit, il y a beaucoup de conséquences qui pourraient découler de cette situation. Vous, en tant que consommateur, est-ce que vous êtes à ce stade satisfait de la gestion de la situation par les autorités, l'assistance apportée aux personnes qui sont touchées, mais aussi, on l'a dit, des conséquences sanitaires qui pourraient découler de ça? Comment vous voyez tout cela? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'État est en train de prendre à bras le corps la situation? Non, en fait, en réalité, l'État est en train de prendre le problème à bras le corps, mais malheureusement, ça reste toujours insuffisant à nos yeux. Parce qu'en réalité, qu'on le veut ou pas, aujourd'hui, l'État est confronté à plusieurs problèmes, dont des problèmes financiers, des problèmes humains. Donc, quand déjà les deux là sont là, c'est sûr que les solutions ne peuvent pas être à hauteur satisfaisante. C'est clair. Bon, vous voyez, vous parlez de logement, oui, le droit au logement. Il a parlé de la santé. Aujourd'hui, on est en train de diminuer les budgets des structures sanitaires, alors que le problème est là. Également, il y a l'augmentation également, ce qu'on ne dit pas, il y a l'augmentation de tous les produits. Il y a un lien également avec ça.
parce que la période de soudure s'est prolongée. Et également, il n'y a pas eu beaucoup de communication par rapport à cela. Cependant, l'autre jour, je n'ai pas encore eu le communiqué, mais il paraît que la Direction nationale de l'agriculture, je crois, a dû faire un communiqué dans ce sens-là, une statistique. Tout ça là, c'est des choses qui doivent être proactives. Parce que quand on gère, il faut être proactif. Et d'accord, je comprends bien l'idée du formateur, M. Sanogo, mais nous sommes de la société civile. Ceux qui ont fait toutes ces bêtises-là, permettez-le-moi, en tout cas, ceux qui ont commis toutes ces fautes-là, sont là. Il y a une dizaine d'années, certains sont en retraite. Et ils n'ont pas de problème. Mais c'est nous qui voyons maintenant les problèmes. Faut-il les laisser encore? Nous, au niveau de la société civile, nous disons tout simplement, effectivement, il faut sanctionner. Et il y a plusieurs sortes de sanctions. Je ne parle pas de privation de liberté. Je ne parle pas de cela. Mais il faut souvent exproprier. Oui, c'est des sanctions comme ça que moi je parle. D'accord. Voilà. Nous allons parler des solutions. On avait commencé, Monsieur Waigalo. Quelles solutions vous préconisez peut-être à long terme pour les années à venir pour éviter de telles situations? Merci beaucoup. Quelqu'un l'a dit, il dit qu'il faut être proactif dans la gestion. Quand moi je vous ai parlé des ouvrages de régulation, qu'est-ce que c'est qu'un ouvrage de régulation? D'abord, un ouvrage de régulation, l'ouvrage permet de laminer la crue. C'est-à-dire ne pas laisser la crue aller ailleurs. Ça, c'est un. De deux, à partir de cet ouvrage-là, ça peut servir pour le développement rural, la production d'électricité. Et ça régule aussi le fleuve principal pour donner un tirant qui peut permettre de la navigabilité pendant toute l'année. C'est ça le rôle d'un ouvrage de régulation. Le fait qu'on a eu un à Sénégué, c'est ce qui empêche Bamako d'être inondé. Et à Sénégué, le fait qu'on a ça à Sénégué, pendant l'étiage là, l'eau que vous voyez dans le fleuve, les 80% proviennent de ce barrage. Et les 20% là, c'est les eaux souterraines, les eaux qui sortent sous l'eau. Vous comprenez? Oui. Sinon, toute eau déjà était partie. Donc, on a la chance. On a deux gros affluents comme ça. Je vous ai parlé du Bani, qui prend sa source en Côte d'Ivoire, avec ces trois rivières-là, qui se forment en Douila. Là, on peut faire des ouvrages de régulation. D'accord. D'accord. Cela est compris comme solution. Vous préconisez les ouvrages de régulation. Peut-être qu'on va donner la parole à... Sinon, chaque année, on va s'asseoir sur l'alerte. Alerter, ça ne va rien donner. Chaque année, il y a inondation, on va mettre une commission sur place. Ça va donner quoi? D'accord, mais nous sommes presque au terme de l'émission. Nous allons permettre aux autres aussi de proposer leurs solutions. L'environnementaliste, M. Abdraman Sanogo, quelle solution? Peut-être à court terme ou bien à long terme? À court terme, déjà, il n'y en a pas. Il ne faut pas accélérer. Ce qu'il vient de dire, en tant que spécialiste des énergies renouvelables, je suis parfaitement d'accord. Il faut vraiment des barrages de retenue d'eau qui vont nous permettre d'avoir de l'électricité propre. En plus de cela, pour que les agents de l'État puissent faire leur travail, il faut qu'on revoie carrément la façon même de fonctionner de notre État. Il faut le revoir. Parce que pour moi, à chaque fois quand on parle de transition, c'est que le modèle qu'on a, il n'a pas encore pris. Pour moi, on est dans des problèmes. C'est un État même qu'on n'arrive pas à avoir. À plus forte raison, appliquer les textes réglementaires. Sinon, les textes sont déjà là. Monsieur l'urbaniste est là. Les textes sont déjà là. Il suffit juste de les appliquer. Que les gens aient le courage de le faire. D'accord. Kunta? Oui. Vous aurez une solution à court terme? À court terme, quand même, moi je pense qu'il faut revoir même le fleuve Niger. Parce que moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il faut procéder au déblaiement même du fleuve Niger. J'ai comme impression. Oui, mais si ça, on prend des tronçons, tout de suite. Je pense que ça doit être faisable. À court terme, dans un délai de 5 ans, on doit pouvoir quand même faire une bonne partie, pas toute la partie qui traverse le pays, mais une bonne partie, on doit pouvoir le faire. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des cours d'eau, par exemple au niveau de Sebeninkoro, il y a des endroits où l'eau stagne dans les marigots ou dans les collecteurs qui drainent. Ça veut dire que le niveau du fleuve même
est à peu près supérieur ou même à un niveau égal que ces caniveaux-là. Donc ça empêche l'écoulement naturel des eaux dans le fleuve qui est l'exutoire à Bamako. Autre chose, c'est qu'on doit respecter les textes en matière d'urbanisme. Donc tout ce que les cahiers de charges des projets de lotissement disent en termes de réalisation d'infrastructures d'évacuation des eaux pluviales, on doit le faire et on doit comprendre que ces infrastructures sont là uniquement pour l'évacuation des eaux pluviales et non les eaux usées ou des ordures ménagères. Donc il y a vraiment ces choses-là qui doivent être comprises par tout le monde pour qu'on puisse sortir de cette situation. D'accord, nous terminons avec par Abdul Wahab Diakité. Peut-être qu'il va nous proposer sa solution en 1 minute. Hein. En 1 minute, que l'État se fasse voir, c'est tout. Parce qu'en réalité, c'est quoi? On ne peut pas laisser les caniveaux là, c'est-à-dire à la merci des populations. Non. Le minimum, c'est-à-dire les collecteurs là, réellement qu'on les gère suffisamment et appliquer les textes. D'accord. Mais tant qu'il y aura de l'impunité, c'est-à-dire on n'applique pas les textes, qu'est-ce que vous voulez qu'on ait comme résultat? Ce n'est pas possible. D'accord. Appliquer les textes. Tous les débatteurs, en tout cas, sont convaincus de cela. Sans cela, rien ne pourra se faire. Et c'est ce qui met fin donc à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la montée des eaux du jamais vu au Mali. Nos invités étaient Monsieur Amidou Waïgalo, chef de division aménagement à la Direction nationale de l'hydraulique. Abdraman Sanogo, il est environnementaliste. Ibrahim Abderrahman Kounta, il est urbaniste, vice-président de l'Ordre des urbanistes du Mali. Et Abdul Wahab Diakité, le président de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Ce grand dialogue a été réalisé par Imiran Akilou Maïga. À la présentation, il y avait Sekou Gadjigo. À la mise en onde, Gagné Kanté. Et à la régie vidéo, il y avait Ibrahim Sanogo. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre débat.